été les premiers à avoir l'intégralité du dernier son de Jumeaux KM. Laissez-les parler. Ah, c'est une belle façon d'accueillir quelqu'un qui est... Qu'on parle comme on veut parler. Le Seigneur seul a le dernier mot sur toi. Sur tout le monde, c'est comme ça. Une belle façon Quand tu as la grâce de Dieu, c'est comme ça. On accueille quelqu'un qui aime le sport autant que la culture et la musique en particulier. Tout le monde dans la salle. C'est comment? C'est comment? On est là. On est là. Un coup. Voilà, Ouais. il a trouvé. Il a trouvé. C'est quelqu'un qui est magique. Oui, alors moi j'aimerais bien avoir la première. On a vu là, on a annoncé le promoteur culturel, on aura l'occasion d'en parler. Mais on t'a introduit avec principalement les images qui sont toutes fraîches et qui sont issues de ton expédition à la Coupe du Monde au Qatar. On en a souvent parlé pendant la Coupe du Monde. Nous, sur ce programme, on avait une petite rubrique, une petite fenêtre sur l'actualité de la Coupe du Monde. Et moi, j'ai envie de te demander, en tant que journaliste, tu étais sur le terrain, quel bilan on peut faire? C'était comment la Coupe du Monde? Point de vue journalistique et journaliste camerounais. Joe, si tu permets, avant de répondre à ta question, je me ferais violence si je ne vous remerciais pas pour l'invitation que vous me faites. Mais il faut dire merci à Titi, il faut dire merci à Canada, il faut dire merci à Millet, il faut dire merci à Donald, il faut dire merci à Je suis ce qu'on appelle de la génération C'est comment, que je suis très très régulièrement et je suis en famille. Vous savez la relation que j'ai avec Canal 2. Callaghan fait partie de la famille, c'est la star de notre famille. Vous êtes déjà coincé en Allemagne. Callaghan, c'est quelqu'un qui va en Allemagne comme on pas ici. Voilà, Quand tu écoutes d'abord le nom, l'homme fort de Martin, c'est qui? Non, pas encore bien. Ah, super. C'est depuis promotionnel artistique, d'abord culturel, c'est d'abord lui. Donc, c'est ce que tu as sorti des anecdotes à laquelle on n'a pas pensé. Calme-toi, on en vient. Voilà, on en vient. On en vient. Je voulais particulièrement te remercier, toi, Joe, parce que quand je viens ici au mois de juin, j'ai en tête, ayant déjà demandé à Miller plusieurs fois, qui est ce Joe, il est d'un talent inexplicable. J'ai en tête de venir te saluer et te dire que j'apprécie ce que tu fais. Et pendant que je ne l'ai pas encore fait, tu viens vers moi et c'est toi plutôt qui me dis que tu me vois quelquefois sur les plateaux et que tu apprécies ce que je veux te faire. Je suis impressionné par ta façon de présenter tes invités, l'innocence avec laquelle, la pertinence, avec la profondeur avec laquelle tu présentes tes invités. Je crois que c'est simplement du talent pur et mais sky be your limit. C'est des capacités dont lui seul il a le secret. Chaque jour, on est baba devant ses prestations. Revenant à ta question pour ce qui est de la Coupe du Monde au Qatar, qui est l'actualité. On était parti sur une Coupe du Monde décriée. On avait estimé que le Qatar avait acheté cette Coupe du Monde. Le Qatar devait convaincre, le Qatar devait prouver. Le Qatar a fait plus que convaincre, il a fait mieux que prouver pour avoir, comme vous l'avez rappelé, couvert plusieurs Coupes du Monde. Je dois dire que je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi grand que ce que le Qatar nous a offert. D'abord sur le plan journalistique, les conditions dans lesquelles nous avons couvert la Coupe du Monde étaient absolument exceptionnelles. Je dois vous prendre un exemple. Normalement, on fait les Coupes du Monde avec un centre principal des médias et dans les différentes villes où les Coupes du Monde sont organisées, il y a des sous-centres de médias, si on peut appeler ça comme ça, SMC Stadium, Media Center. Mais au Qatar, on avait un centre média spécial à partir duquel toutes les opérations médias étaient faites. Toutes les conférences de presse médias étaient faites au QNCC, Qatar National Convention Center. Ça va impliquer que, par exemple, que tous les stades soient à proximité. Oui, tous les stades sont à proximité. Donc, toutes les conférences de presse étaient faites au même endroit. Les conférences d'avant-match étaient faites là-bas. Il y avait donc ces facilités pour les journalistes. D'expérience, il fallait, quand vous êtes journaliste accrédité, faire votre demande de votre ticket de stade et venir au stade 3 heures avant, vous aligner pour retirer votre sésame avant d'aller au stade. Ça, c'était dans les autres Coupes du Monde. Dans les autres Coupes du Monde. Mais là, c'était révolutionné. Vous faites la demande de votre ticket. Dès qu'on vous dit OK, il y avait des distributeurs
soit au centre des médias ou alors dans les sous-centres des médias, dans les stades, où vous pouviez simplement, avec votre QR code, imprimer vos tickets. Donc, ce qui évitait qu'il y ait des embouteillages. Des bus étaient là pour vous amener régulièrement au stade. On avait la possibilité de couvrir 2 matchs par jour. Je suis allé à cette Coupe du Monde avec 32 matchs en 3 Coupes du Monde couvertes. Pour cette seule Coupe du Monde, j'en ai couvert 32 encore, ça fait 64. Il faut le redire. Oui. C'est-à-dire que sur les autres Coupes du Monde, non. sur 3 Coupes du Monde, tu as couvert 32 matchs. Oui. Et seulement au Qatar, tu as couvert 32. 32 matchs. Et pour vous donner la moyenne pour un journaliste africain par Coupe du Monde, c'est environ 6 matchs couverts. D'habitude, on couvre les 3 matchs du Cameroun et on choisit quelques autres matchs. La France. Voilà, quelqu'un peut couvrir. Bon, quelques matchs, on n'a pas donné le nom des pays. Donc Voilà, ça veut dire donc. qu'en quelque sorte, le Qatar, c'était... C'était une douleur extraordinaire. Côté humain, c'était absolument extraordinaire. Et une chose encore particulière, à la différence des autres pays, au Brésil, par exemple, quand vous ne parliez pas portugais, même l'anglais ne vous aidait pas beaucoup parce que même les volontaires qui avaient été recrutés ne parlaient pas anglais. C'était plus le portugais. Au Qatar, à 95%, lorsque vous parliez anglais, C'était bon. c'était bon. C'était propice pour vous. Je dois dire qu'il y a la cherté de la vie était un blocage, mais si ce n'est ça, vraiment, c'était une Coupe du Monde extraordinaire. Ok. Alors, le très grand Colbert Yompa. Beaucoup ici viennent de te connaître, de te découvrir, certains qui te connaissent depuis. Tu as commencé par être d'abord promoteur culturel depuis l'Allemagne. Maran, où tu as fait jouer beaucoup d'artistes tels que Lady Ponce, Coco Ajanté. Et tu as fait la promotion de beaucoup d'artistes de ce côté-là en Allemagne. Et c'était quoi le déclic du début et comment ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui? Et est-ce que tu peux expliquer un peu aux téléspectateurs comment ça s'est fait? Et quelle est ta particularité, ce que tu ressens concernant l'art, la culture? Comment ça s'est fait? Je suis en vacances au Cameroun en 2004, si mes souvenirs sont exacts, et c'est le tout début du coupé décalé. Il y a un grand concert au Collège de la Salle, si vous vous rappelez, Doug Saga et DJ Jacob, là où Doug Saga perd les gammes et n'arrive pas, et chante faux. Donc c'est Chinois Yang qui l'organisait. Donc quand je vois ce concert, il y a environ 7000 personnes dans la cour de la salle et je me dis, je peux refaire ça en Allemagne. Donc quand je remonte quelques semaines plus tard, je dis je vais relancer la même chose. Donc j'organise le tout premier concert en Allemagne de ce genre-là, parce qu'avant, les artistes venaient au Sky Night Club à Bonn et prestaient pour quelques minutes, mais j'ai choisi de faire un plateau vraiment complet. Soirée, concert, pas en boîte à l'époque. À l'époque, je n'ai pas encore de boîte. Vraiment une soirée où on dit concert de musique, même si c'est en playback. Mais au moins, on sort de la maison en disant on va au concert. Et je fais tu veux surfer sur la vague du succès du coupé décalé. Et je prends donc 2 artistes, DJ Jacob, à l'époque, et le roi Sergio Polo, devenu, je ne sais plus si c'est... Le roi Polo 18, Polo 18 d'aujourd'hui. Historien. Bonsoir Sergio Polo. Voilà, donc, le roi Polo 18. Il fait partie de mes tout premiers plateaux avec DJ Jacob. Avec DJ Jacob. Donc c'est un spectacle où je perds, mais j'apprends parce que il n'y a pas encore cette culture-là en Allemagne. Pourquoi je fais le spectacle le vendredi, qui est une première erreur, au lieu de le faire le samedi? La deuxième qui n'est pas une erreur. Que le vendredi, comme chez nous en Allemagne, on travaille. Voilà. On ne sort pas. Non, donc, il fallait le faire le samedi. La culture, c'est plutôt le samedi. Maintenant, ça a changé parce que les mentalités ont complètement évolué et l'offre est aussi abondante. Et donc, lorsque je fais ce spectacle-là, je dis l'entrée c'est 20 €. Et les gens se disent c'est impossible. DJ Jacob ne peut pas venir jouer en Allemagne pour 20 €. C'est impossible, c'est le mensonge. Donc quand le spectacle se passe, les gens ont des retours, donc que les 2 artistes étaient là. Ça m'ouvre la voie. Quand je fais Catino, même si le spectacle n'était pas rentable. Voilà, quand je fais Catino, 3 semaines après, c'est archi plein. Parce que
au moins il y a la crédibilité puisée dans le spectacle de DJ Jacob. Donc s'en suivent, je crois. La question est plutôt de demander qui est-ce que je ne vais pas produire, parce qu'après, il y a Petit Pays, il y a Chantal Aïssi, il y a tous les noms de plein de DJ Ango, la Pyro de Mbanga. Mais quand on fait ça, c'est qu'on est de la culture ou alors qu'on a vu un moyen d'avoir beaucoup d'argent? C'était les deux. C'était les deux. Quand je fais Koffi Olomide, c'est une consécration de jeunesse, parce que c'est mon idole depuis la jeunesse. Quand je fais Petit Pays, je suis un ultra de Petit Pays. Ça veut dire que nous combattions tous les artistes qui pouvaient tenir tête à Petit Pays. Voilà. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais au Cameroun, quand je suivais Kotobas dans la chambre, je disais qu'il chantait bien, mais je ne pouvais pas le dire dehors, parce que j'étais plutôt Petit Pays. Ou quand Grâce Deka excellait, je trouvais qu'elle chantait bien, mais je n'avais pas le droit d'apprécier au dehors, parce que nous étions de la génération Petit Pays. Donc, quand je fais Petit Pays, ce n'est pas pour l'argent, bien que ce soit celui qui m'a donné le plus d'argent dans les spectacles, parce que je l'ai fait 3 fois. Et c'était guichet fermé. Oui, parce que c'est exceptionnel, mais je le fais parce que... Il y a d'abord l'amour. Voilà, parce que quand je fais Lady Ponce, c'est parce que j'ai aussi contribué un peu au début de Canal d'Or à donner une autre dimension au Canal d'Or. Rappelez-vous, je crois, la première ou la seconde édition, j'offre des ordinateurs portables qui étaient les prix spéciaux à Lady Ponce et à Aïdjo Mamadou. Donc nous gardons de bons rapports. Et après, quand je fais Lady Ponce, c'est aussi, elle casse la baraque. Mais il y a des artistes qui étaient vraiment pour l'argent. Quand je fais la Jet Set, je surfe sur le succès du succès. À l'époque, ils avaient 2 morceaux et demi. Quand ils chantaient le morceau, quelque chose comme ça, mais c'était exclusivement pour chercher l'argent. Quand je fais Papa la Pyro de Mbangas, ce n'est pas pour chercher l'argent, mais à la fin, j'ai de l'argent. Quand je fais Papa Wemba, c'est pour chercher de l'argent, mais à la fin, je n'ai rien du tout. Donc il y a chaque artiste a son histoire. Ce qu'il y a de spécial dans la production musicale, c'est qu'elle n'obéit pas à une logique mathématique. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Quand ça va donner, ça donne. Voilà, si ça ne va pas donner, ça ne donne pas. Quand je vais avant qu'on arrive dans les anecdotes, je vais vous en donner une. Quand je fais Alchengo, la demande est forte. Je fais c'est toujours l'Allemagne. En Allemagne. Je fais un vox pop où je demande aux gens quel est l'artiste que vous voulez. Ils disent qu'ils veulent Alchengo à l'époque de Couleur Mamie. Mais il y a tellement de problèmes parce que quand je le programme, les Gaëtans m'appellent pour me dire vraiment c'est notre artiste. Il y a trop d'interventions là-dedans. Et lui aussi, le comportement n'était pas trop... Dans un moment, j'ai paniqué. Je me suis dit ça ne se ferait pas. Donc j'ai donc appelé le grand Manulo. Et j'ai demandé s'il pouvait venir à un prix vraiment ridicule. J'avais même honte qu'il m'ait demandé cela. Et je lui dis, viens avec ta guitare. Parce que je savais qu'on le connaît avec sa guitare. Et le jour où je vais à la gare le chercher, il est venu sans sa guitare. Moi, j'ai failli lui dire de rentrer. Et quand je réunis les artistes pour faire la programmation, je demande à Alchengo de commencer et de laisser le doyen clôturer. Alchengo me dit que non, il ne peut pas chauffer la piste quand Hasbin est là. Non, et Manu me dit que les enfants sont comme ça, moi, il n'est pas chanté. Je peux vous assurer, sans abus, que Manu a eu près de 6 000 € de farotage. Dieu du ciel. Et quand Alchengo est arrivé, quel qu'en soit ce qu'il a chanté, les gens voulaient Couleur Mamie au point où il s'est exprimé que mais c'est quelle ville ça où je chante, on me regarde comme les toutous. Tu sais, donc voilà. Et quelques semaines plus tard, tu fais Papa Wemba avec toutes ses grandeurs, avec tous les succès que tu connais. Mais et ça marche pas. Comme disent les Ivoiriens, tu tapes poteau. Tu tapes poteau. Voilà. C'est ça les aléas du show. Parfois le show, tu arrives à un moment, tu dis, quelqu'un bouscule passer avant toi. Et après, avec ton sang-froid, tu dis, ok, ça va, il passe. Et il passe, et après lui... Un bonsoir au grand Manou, si jamais il nous regarde. Et après lui, maintenant, on te programme, c'est où le bon moment arrive, le bon farotage. Tu dis, Dieu merci. Le farotage, c'est un état d'esprit. Quand ça doit venir, ça vient seul. On ne force pas. Donc, il faut parfois avoir l'amabilité de dire, Seigneur, si c'est mon tour, que tu m'en donnes.
que tu touches le cœur de ceux qui farotent. Mais il y a des séquences où c'est plutôt l'inverse. Il y a des séquences où tous les artistes veulent passer en premier parce qu'ils se disent que si tel passe avant moi, il n'y aura plus. Non, même pas. Il y a, selon les cérémonies, il y a ceux qui n'aiment pas mettre l'on dehors. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils ont maxi 40 minutes, après ils seront partis. Voilà pourquoi il y a parfois bousculade. Non, je dois jouer quand tel est là, tel est là, tel est là. Donc s'ils partent après 40 minutes, tu vois, le show change d'ampleur. C'est un peu ça. Alors Colbert, Titi, tu as une question? Oui, pour revenir au sport, il a dit qu'il faisait le showbiz un peu pour de l'argent et un peu par passion, mais ce qu'il fait entièrement par passion, c'est le foot et le sport. C'est 4 Coupes du Monde masculines couvertes, 2 Coupes d'Europe et 3 Coupes du Monde femmes. Mais à côté de ça, il y a qu'il suit beaucoup le championnat allemand et le championnat camerounais. Ma question, c'est la suivante. Comment, en vivant en Europe, en Allemagne précisément, on a autant d'informations sur les prouesses, les prestations des joueurs locaux? Voilà, on est de retour. Autant d'informations. Sur la pelouse. Avant, c'était un peu plus difficile. Mais vous convenez avec moi que depuis un certain nombre d'années, la magie de l'évolution du numérique rend tout possible. Il faut simplement être passionné, il faut le vouloir. Et quand vous le voulez, vous vous parez des aptitudes pour pouvoir les avoir. Je le veux et c'est pour ça que de façon régulière, j'essaye d'avoir les informations parce que si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas vous prévaloir du titre symbolique de journaliste sportif. Bon, moi, j'ai une objection, votre honneur, s'il vous plaît, à faire. Parce que juste avant la Coupe du Monde, j'ai suivi toute la série que Marc Chouamou a fait sur les classiques de la Coupe du Monde, si je peux appeler ça comme ça. Oui. Et sur ce plateau, tu donnais ou tu délivrais des anecdotes qui ne peuvent pas être sur un site internet ou dans un livre. Tu rapporter des commentaires de joueurs ou d'entraîneurs qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs que si on est sur le terrain des faits. Donc, je repose la question de Titi, c'est-à-dire que comment on fait pour connaître aussi bien autant de choses, c'est-à-dire qu'à la fois le championnat local, le championnat international, les compétitions, les joueurs. Et pour enchérir un peu, Dio, c'est-à-dire que quand on suit son actualité sur sa page, en fait, ses interventions, le plus souvent, c'est sur des sujets où le commun du mortel n'a pas l'information. Donc il faut être initié, il faut être bien introduit. C'est comment ça se passe. Il faut même pas dormir avec les joueurs et les entraîneurs pour avoir ce genre d'informations. On ne va pas trahir les sources. Non, pas trahir les sources. On ne va pas faire un cours sur les différents types de journalisme, mais le journalisme d'investigation existe aussi. Et dans le journalisme sportif, après, quand on monte en grade, on devient consultant ou analyste sportif. Oui. Et maintenant, ça devient ton degré d'introduction. Qui es-tu pour prendre ton téléphone, appeler M. Gianni Infantino pour lui dire à propos de ce sujet, qu'est-ce qu'il en est? Oui. Je vous prends un exemple. Quand il y a le match de Blida, Cameroun-Algérie à Blida, il y a une polémique sur le fait que la communication n'avait pas été conforme aux règles de l'art entre l'arbitre Gassama et la VAR. Oui. Or, Dieu voulait que les 3 arbitres de la VAR soient allemands. Or, j'ai dû prendre mon téléphone, appeler la Fédération allemande de football, demander à entrer en contact avec ces arbitres-là. Oui. On m'a dit que je ne pouvais pas le faire en privé. On m'a demandé de me déplacer pour la Fédération allemande de football. J'y suis allé et les arbitres sont venus, on a discuté. On a discuté. Qu'avez-vous discuté? Non, je leur ai demandé si... Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas faire de déclaration officielle parce que ça leur est interdit, mais ils ont dit qu'il n'y avait jamais eu un problème et que leur rapport était clair et net. Il n'y avait jamais eu une dissonance entre M. Gassama et la VAR. Toutes les décisions qui avaient été prises dans le respect des règles de l'art. Donc, tu n'as pas eu besoin d'être là pendant que le match se jouait. Donc le journaliste à temps plein ne peut pas ne peut pas le faire. Oui. Donc, c'est quand il y a quand la rumeur du décès de notre frère Mbami arrive, un seul coup de fil suffit parce qu'on appelle de partout pour dire est-ce que c'est vrai, mais un seul coup de fil, vous faites valoir votre presse pour
pouvoir avoir des informations sûres. voilà, Oui, pour la l'information crédibilité. C'est ce qui fait sa sûre particularité. et- Donc, quand tu donc, fais c'est ça. alors la Donc, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit, vérification, il faut démentir et vouloir, et quand vous voulez, vous vous parez des aptitudes et savoir la voie que vous devez emprunter pour avoir n'importe Ça, quoi. alors, Donc si un sujet est mis sur la toile, si vous voulez vous référer, eh bien allez sur la page de Colbert. Non, je ne peux pas prétendre tout connaître, Non, mais, j'essaie. Mais ce qui est là sur sa page est Il y a les démentis, il y a les vérifications, il y a tout. Ce que je dis parfois à la jeune génération, c'est qu'ils ont tous les atouts pour pouvoir être plus forts que nous. Parce qu'avec la magie du numérique aujourd'hui, vous les voyez, vous voyez les choix, ils sont excessivement compétents. Mais ces atouts que vous avez sont aussi le piège. Parce que ça va tellement vite que si vous n'avez pas la retenue pour savoir traiter l'information, vous le traitez activement et l'information est évolutive. Ça peut... Oui, ça oui, évolue. elle change très peut rapidement. se retourner. Donc, quelquefois aussi, il faut avoir le timing nécessaire, il faut avoir le flair et pour savoir. Et ce n'est pas une équation mathématique, mais l'intuition joue aussi un très grand rôle. waouh, je tombe des nues. Hein. C'est que j'ai l'impression qu'on n'aurait pas dû écrire journaliste, on aurait dû écrire super journaliste ou ultra journaliste. On a été un peu. Tout ce que tu dis là, réducteur. c'est ça. Ça aurait été réducteur de dire comme ça. Alors Colbert, on a encore plein de questions à poser, mais on doit faire d'abord le thème et la thématique qu'on a retenue aujourd'hui. On parle d'amour, et si vous tombez, Colbert, amoureux d'une personne avec laquelle une relation est pas envisageable du tout, pour une raison ou pour une autre, comment est-ce que tu gères la situation? Nos internautes ont réagi. On va commencer par là, Titi, si tu permets. On va prendre des réactions donc des personnes qui ont posté leurs commentaires sur notre page Facebook officielle, c'est apostrophe comment avec le point d'interrogation. On peut y aller, Titi? Oui, Merci. on y va à l'instant avec les premières réactions autour du thème.